Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Shalom Vivante. Bienvenue sur ma chaîne. J'étais une lamelle Vave Production, la chaîne de contes qui révèle l'extraordinaire dans des histoires ordinaires. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mala, la Malard de Birkenau. Il était une fois la famille Zimetbaum qui venait d'accueillir dans son cercle une petite fille nommée Malka. Malka signifie reine en hébreu. Cette famille juive vivait en Pologne au début du XXe siècle. Le père et ses deux fils étaient diamantaires. Ils tenaient une boutique et leurs clients étaient de toute origine. La petite Malka Zimetbaum grandit dans un environnement bienveillant, sans savoir que depuis le XIIe siècle, les Juifs étaient montrés du doigt, subissant insultes, railleries, accusations et enfin des pogroms. On brisait la vitre des diamantaires Zimetbaum. Alors, la famille laissa sa vie polonaise sans regret. Et comme tout diamantaire qui se respecte, les Zimetbaum posèrent leurs bagages à Anvers. Les diamantaires trouvèrent un emploi et reconstruisirent une vie de famille. Arrivée à l'âge de 3 ans, Malka n'eut aucun mal à se familiariser avec les nouvelles coutumes. Elle était très douée pour se faire des amis. Du fait de sa judéité et de la colonisation perpétuelle de la Pologne, Malka Zimetbaum avait plusieurs langues maternelles. Le polonais, le russe, le yiddish, le roumain et même l'espagnol. Lorsqu'elle intégra l'école, elle connaissait déjà le français, l'anglais et le flamand. Sa facilité de langage n'était pas sa seule qualité. Tous ses professeurs lui attribuaient une intelligence hors du commun, en mathématiques comme en langue. Mais c'est surtout sa compréhension sociétale qui les impressionnèrent le plus. Tous ses camarades la tenaient en haute estime. Si bien qu'à 10 ans, on la surnomma Malach, ce qui signifiait ange en hébreu. Sa famille, très attachée à ses valeurs juives, donnait beaucoup d'argent à la synagogue et la communauté juive de son quartier. Sa mère l'inscrivit à la Noar Hatsioni, un scoutisme juif. Là, Mala y développa la solidarité et l'amour de sa religion sur fond de danse et de chants hébraïques et yiddish. Elle rêvait de vivre en terre d'Israël. Le mouvement sioniste, institué par Théodore Herzl, donnait les moyens aux Juifs de retourner dans leur terre promise. Malach rêvait de pouvoir sentir le soleil de la terre sur son visage et de danser sur les rythmes des musiques entraînantes qu'elle entendait à la Noar Hatsioni. La Noar Hatsioni conforte ses membres à se dépasser, à se connaître elle-même et aider les autres. Lorsqu'elle eut 16 ans, son père devint aveugle. Pour aider sa famille financièrement, Malach quitta l'école sans hésitation. Elle travailla chez Liliane, une très importante maison de couture. Puis finalement, elle remplaça son père à son travail quelque temps. Cette période fut très difficile pour elle, mais personne ne la vit broncher pour autant. Ses amis la voyaient travailler et s'occuper de son père avec une patience et un altruisme magnifiques. Les bureaux de l'American Diamond Company, la maison mère de la société diamantaire chez qui elle travaillait, remarquèrent qu'elle était polyglotte. Ils décidèrent donc de l'employer en tant que secrétaire. Malach accepta et s'installa donc dans les bureaux de la société. Elle pensait encore et toujours à son rêve d'Alia. Elle avait également rencontré un homme de bonne famille, aux mêmes aspirations qu'elle. Ils se fiancèrent, mais ils n'eurent jamais l'occasion de se marier, car la guerre était à leur porte.
une guerre qui ferait des Juifs des hors-la-loi. Les règles du parti nazi au pouvoir en Allemagne s'appliquèrent dans tous les territoires colonisés, comme la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Autriche-Hongrie, la Russie et la France. Dès que le drapeau du Reich fut posé sur les monuments des pays envahis, que les bottes des SS battaient en mesure les pavés, tous les pays furent envahis de panneaux de signalisation en allemand. Sans formalité administrative, les nazis réquisitionnèrent les plus beaux bâtiments pour leurs bénéfices personnels. Ils se restauraient dans les meilleurs établissements de bouche, laissant les gens qui n'avaient pas leurs privilèges dans le dénuement total. Les Juifs allaient connaître un sort que les gens feignaient de ne pas imaginer. Le Führer Adolf Hitler avait bien demandé aux dirigeants de tous les pays d'accueillir les Juifs chez eux, mais personne n'en voulait. Ainsi vint le tour de la Belgique en 1940. Le roi Léopold II n'a même pas opposé de résistance. Dès lors, les Juifs durent obéir à un tas de règles abjectes, comme le port de l'étoile jaune. Lors du dernier Shabbat en famille, son père demanda à Malach de coudre les étoiles sur tous les vestons et pulls de la famille. Malach refusa catégoriquement. Et elle avait raison. Toutes les personnes portant une étoile sur leurs vêtements avaient l'interdiction d'aller à l'école, dans les parcs et jardins, et même de sortir de chez eux. D'exister, tout simplement, se dit Malach, du haut de ses 22 ans. Contrairement à ses frères, Malach refusa de se plier à ces lois absurdes. Elle se risqua à aller au travail sans porter l'étoile. Bientôt, les Juifs n'avaient plus le droit de travailler dans aucun commerce. Tous ceux qui exerçaient une profession libérale avaient l'interdiction de pratiquer. La maison américaine diamantaire devait fermer l'usine et ramener au pays les employés les plus émérites, dont Malach. Mais on ne lui proposait pas de faire rapatrier toute sa famille avec elle. Malach renonça donc à sauver sa vie. Lorsque ses frères reçurent une convocation pour le service militaire, Malach savait que c'était un piège. Surtout que le père aveugle aussi venait de recevoir une convocation. Elle leur dit de se cacher. Elle entra dans leur réseau de résistance, la Brigade Blanche, et leur demanda des papiers et de trouver un appartement pour cacher ses parents. Elle leur proposa un plan d'évasion pour rejoindre la Suisse, mais le père et les frères décidèrent de respecter la loi. Ils tombèrent des nues quand la Gestapo les parqua dans un train à bestiaux. Malach se mit en tête de protéger sa famille absolument. Dans l'esprit de sa famille, il fallait respecter la loi, mais son existence même était contre la loi. Une constitution leur interdisait d'exister, invitait tous les autres à remplir leurs devoirs pour les arrêter et les dénoncer. Elle refusait d'accepter leur sort et de renoncer à son plan pour entrer en Suisse. Elle quitta la maison en leur promettant de leur trouver un logement. Puis, elle s'éloigna d'eux pour ne pas les mettre en danger. Grâce à la Brigade Blanche, elle savait qu'elle pourrait sauver sa famille. Elle avait des missions pour apporter des armes, des munitions, des boîtes de nourriture aux résistants de son réseau. Elle rendait des comptes à son coordinateur. Elle faisait des allers-retours incessants depuis la gare d'Anvers pour aménager l'appartement qu'elle leur avait trouvé. Un jour, elle descendit d'un train pour retrouver sa famille lorsqu'un SS la repéra. Il l'embarqua, il l'interrogea, comme tous les membres de la résistance capturés, avec le lot de tortures qui va avec. Des tortures psychologiques et physiques que seuls les SS apprécient. Mais Malach ne lâcha aucune information compromettante. Lors de sa séance de torture,
Son coordinateur se montra, et elle comprit que c'était lui qui l'avait dénoncé. Les SS la traitèrent non pas comme une gamine juive, mais comme une résistante, et ils la conduisirent au camp de transit belge Malines. Son fiancé informa les Himmelbaum de cette capture. Elle n'eut pas le temps d'achever les démarches administratives pour la sortir de cette prison que Mala dut monter dans un wagon à bestiaux.